Et c'est le grand soir spécial qui se poursuit avec la modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Nous en parlons toujours. Nous revenons sur le contenu de ces amendements. Quels sont les amendements qui semblent importants pour nos acteurs politiques et chroniqueurs politiques. Et donc, ce deuxième panel, nous recevons Thierry Johnson Bevoisi, qui est acteur politique. Il est membre du Bloc républicain. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Robert. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Il est toujours à mes côtés, François-Xavier Noumont, chroniqueur. Bonsoir. À nouveau. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Depuis le temps qu'on se salue. Tout à fait. Monsieur Thierry Johnson Bevoisi, dites-nous, quand vous avez suivi cette actualité, en ce qui concerne cette modification donc, de la Constitution du 11 décembre 1990, quelles étaient vos premières impressions? Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous saluer le directeur général de votre télévision et profiter également pour saluer tous les militants du Bloc républicain. Ma joie, elle était énorme. Ma joie, elle était tellement grande que j'ai du mal à l'exprimer. C'est heureux, c'est vraiment heureux que nous en soyons arrivés à cette étape aujourd'hui. Parce que quand on fait un petit retour en arrière, c'était important pour nous. C'était vraiment important. Qu'est-ce qui était important? C'était important pour nous de retoucher cette constitution qui aujourd'hui date de 29 ans. Non seulement de retoucher, mais de toucher, puis il y a de ces points vraiment focaux qui fait quand même toucher ce qui aujourd'hui est chose effective. Et dit c'est important également dans la mesure où nous sommes dans un système aujourd'hui où, avec la numérisation des faits et autres là, le système contemporain dans lequel nous sommes aujourd'hui nous permet aisément de toucher cette constitution de 11 décembre 1990 et pour véritablement faire face aux enjeux du développement qui sont les nôtres aujourd'hui. Et justement, la thématique que nous abordons avec vous, c'est bien modification de la Constitution du Bénin. Est-ce que nous allons vers une nation prospère maintenant? Parce qu'on parle de coût des comptes, on parle d'un certain nombre de choses, par exemple, la représentativité des femmes et tout cela. Vous avez parlé de développement. Quel lien entre la Constitution et le développement d'un pays, par exemple? Non, ben c'est clair. Vous savez déjà que le développement de toute une nation repose essentiellement sur des principes. Il faut partir des principes. Et déjà, quand vous prenez notre Constitution, qui date aujourd'hui de 29 ans, c'est vrai qu'il y a de ces choses dedans qu'il faille quand même toucher. Et parce qu'il parle déjà de développement, on doit forcément parler des principes de base, des lois fondamentales sans lesquelles une nation ne saurait prospérer. Aujourd'hui, quand vous prenez déjà les différentes modifications qu'on a apportées à notre Constitution, la Cour des comptes dont vous venez de parler un instant, mais c'est la bienvenue. C'est vraiment la bienvenue. Déjà, cette Cour va permettre, d'accord, non seulement de créer aussi des cours régionales, d'accord, et ça permettra également de contrôler les artisans, les collectivités locales à la base également. Et déjà aussi, vous avez parlé de la représentativité des femmes. Non, mais c'est la bienvenue également. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, notre Parlement... Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous. Naturellement. Politique, parce non, que là... Attention. J'étais dit que ça fait partie des modifications qui m'ont vraiment enchanté. Je me dis, voilà un chef de l'État que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui qui a compris qu'il faut accorder la place à la gente féminine dans notre pays. C'est heureux de constater aujourd'hui qu'à partir de ces différentes modifications que nous pouvons désormais avoir une bonne représentativité des femmes au sein de notre Parlement. C'est très heureux. Très bien. Lien entre la Constitution, la loi fondamentale d'un pays et le développement. Oui, vous savez, c'est un peu comme une entreprise. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans règles internes, sans, comment on va dire,
déjà sans son registre de commerce, sans sa patente, sans toutes ces règles qui organisent son fonctionnement interne. La Constitution d'abord organise la vie de la collectivité. La Constitution, disons, essaie d'architecturer un tant soit peu les rapports de force qui sont, disons, inhérents à la vie en collectivité. Et sinon, c'est la place laissée à l'anarchie, à la loi du plus fort, ainsi de suite. Et donc, de fait, la Constitution est, disons, le cadre dans lequel une nation peut raisonnablement s'épanouir, avancer, se fixer des objectifs collectifs et aller sur un chemin. La Constitution, une bonne Constitution, en griffe, moi je ne suis pas familier, je ne suis pas très partisan du vocable bonne Constitution. Je pense que ça n'existe pas, il n'y a pas de bonne Constitution. Il y a une Constitution qui répond à des questions dans un temps bien précis. Il appartient à ceux qui ont la prérogative d'amender ou de faire avancer cette Constitution d'en juger de l'opportunité. Maintenant, quelle est l'incidence? Simplement parce que elle harmonise un tant soit peu, elle organise un tant soit peu, elle fixe des règles de jeu assez claires pour la vie en collectivité. Maintenant, quand on regarde les amendements qui ont été apportés, déjà, on le disait dans le panel précédent, moi je ne suis pas, il faut que nos compatriotes comprennent, il faut qu'on sorte de cette fétichisation de la loi fondamentale, simplement parce que à part le dogme des religions, de ce qu'on appelle des religions révélées, rien n'est immuable, hein, tout évolue, et même les religions, l'exégèse permet de faire revoir certains tests au goût du jour et de les adapter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà, c'est le préalable le plus important, puisque c'est sur ça que tout le monde s'arc-boute. Il ne faut pas qu'on touche, il ne faut pas qu'on touche. Et quand vous posez la question aux gens pourquoi on ne veut pas toucher, alors on va dans tous les sens. Il faut comprendre qu'une constitution s'amende, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge dans le temps, et il était de bon temps que ceux qu'on prenne cette habitude, et je pense que dans quelques années, on s'attribuera tous ces mérites, hein, autant ceux qui sont à la base de cette révision aujourd'hui que ceux qui galvaudent l'initiative. On se félicitera tous d'avoir pris le courage d'aller de l'avant. Maintenant, quand on prend des dispositions bien précises. Là, moi, idéologiquement, je suis contre la discrimination positive. Ça, c'est ma formation intellectuelle. Maintenant, avec les conditions dans lesquelles les rapports de force dans la société qui font que les femmes ont très peu voix au chapitre, je pense que c'est une étape bienvenue qui permet quand même de garantir, parce que pour moi, quelque peu, ça fausse la compétition. Mais avec le contexte permet de mieux comprendre ces dispositions que le chef de l'État, ce parti pris que le chef de l'État a initié. Et c'était une promesse qu'il avait faite, une promesse tenue, encore une de tenue. Donc je pense que, grosso modo, avec la Cour des comptes nous amène, on parle d'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, la Cour des comptes, avec son opérationnalisation, nous permettra de crédibiliser un peu plus la gouvernance dans notre pays, simplement parce que ça apportera plus de transparence. La Cour des comptes se chargera de se prononcer sur les grandes questions, déjà d'auditer de Suez. Généralement, c'est ça. Ils auditent les comptes de l'État, les comptes des entreprises publiques, des collectivités locales, ainsi de suite, et tracent de grandes directions. Et ça permet de crédibiliser tout un système et de permettre à notre pays d'apparaître un peu plus sérieux qu'il ne l'est déjà, et voilà, d'avancer dans le bon sens. Très bien. En quoi, par exemple, les élections générales, parce que c'est amendé, les élections générales à partir de 2026, en quoi cela permettrait à notre pays d'être prospère, d'être développé? Très bien. C'est l'une des modifications qui, qu'on le veuille ou pas, apportera un de plus à notre développement. Vous savez, déjà, quand vous prenez l'ancienne constitution, l'ancienne loi, l'alignement des mandats tel qu'on l'a voulu et présenté aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est dans le fond, d'abord c'est une très bonne chose. Pourquoi? Vous savez, déjà quand le président de la République est élu et qu'en cours de mandat il doit avoir des élections législatives, vous savez, il peut avoir la majorité parlementaire comme il peut ne pas l'avoir. Vous savez, mais déjà en cours de mandat, dès qu'il n'a pas la majorité parlementaire, il est confronté à tous les problèmes.
quand bien même ce dernier est animé de bonne volonté pour véritablement faire asseoir sa gouvernance. Donc du coup, il y a les vicissitudes qui sont là, il y a les petits problèmes qui sont là, qui naissent. Quand bien même il essaie quand même de contourner, il n'y arrive toujours pas. Moi, il dit aujourd'hui, avec l'alignement des mandats tel qu'on l'a souhaité et faire aujourd'hui, il dit c'est la bienvenue. La bienvenue simplement dans le sens où aujourd'hui, quand le président de la République, d'accord, est élu, en collaboration ou directement avec aussi les élections législatives qui suivent et tout, on va constater désormais que le président aura sa majorité parlementaire. Et cela lui permettra non seulement de mettre en application son projet de société, et ça lui permettra également d'ouvrir des chemins, d'accord, pour l'arrivée d'autres informations beaucoup plus utiles, pouvant lui permettre de véritablement mener son projet de société jusqu'à terme. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est vrai. Donc ils diront que quand il aura la majorité parlementaire, il fera du pays tout ce qu'il veut. Mais je dis non. Je dis non. L'autre chose aussi, c'est, même s'il n'a pas la majorité parlementaire, d'accord, même s'il n'a pas la majorité parlementaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les années antérieures, quand un président n'a pas la majorité parlementaire, il est confronté à tous les problèmes. À tous les problèmes. Et quand bien même il a la majorité parlementaire, ceux qui sont là, d'accord, refusent parfois d'adhérer à son idéologie. Et du coup, ça freine le système de fonctionnement. Et déjà, quand un système de fonctionnement, si le président est élu pour un mandat de 5 ans, et si déjà il doit prendre 2 ans, 3 ans de sa gestion pour discuter que des problèmes, que moi je qualifie parfois de problèmes inutiles, s'il doit prendre tout ce temps pour traiter ces genres de problèmes, je crois qu'il ne fera pas bon feu pendant tout son mandat. Très bien, je vous poserai la même question, les élections générales, parce que il a été dit, les motifs, c'est que nous sommes en période électorale tout le temps, nous devons élire nos dirigeants tout le temps, et donc l'administration se voit bloquée un certain nombre. En quoi les élections générales, cette modification pourrait apporter un nouveau souffle à notre développement, parce que c'est l'option tout de même. Déjà, vous avez répondu en partie à la question. Ça monopolise énormément de temps, ça nous monopolise énormément, ça crispe le pays pendant des périodes, de longues périodes, ce qui fait que sur un mandat de 5 ans, parfois on est aux élections, disons, 3 ans ou grosso 3 ans. Donc on passe une bonne partie du mandat en intrigue politique. Il faut dire que jusque-là, pour ne pas jeter, il ne faut pas généraliser, mais il y avait assez de clientélisme dans notre... le clientélisme était la chose la plus importante, était la pratique la plus, l'une des pratiques prégnantes de la vie politique dans notre pays. C'est à qui se vend le mieux, à qui mieux, les alliances se font et se défendent au gré du temps, au gré des intérêts. Donc il y avait quand même une logique de blocage systématique qui pollue un peu notre vie démocratique, que ce soit pour le président Yaïbouni hier, avant lui le président Soglo, le président Kérékou et le président Talon. Donc je pense que pour un pays développé, parce que vous parlez de développement, déjà je ne pense pas que parce qu'on fait des amendements, on se développera, il n'y a pas de lien direct, mais seulement que ça nous épargne de beaucoup de problèmes inutiles, comme mon voisin d'en face le dit, et ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Ça permet au président, à l'administration qui est en charge, de se concentrer très exclusivement sur son programme. Donc ça nous fait gagner du temps et ça nous fait des économies colossales, simplement parce que une élection tourne autour de, je pense, les élections locales, on tourne autour d'une dizaine ou une douzaine de milliards. Donc si vous devez faire ce compte, en plus des actualisations, des listes, de tout ce qu'il y a comme frais annexes, et vous retrouvez quand même avec une enveloppe colossale. Alors que dans le même temps, on est à l'affût des fonds pour nous développer, on est à l'affût de la mobilisation des ressources, on est à l'affût d'un peu de tout, simplement parce que nous avons encore des besoins primaires à étancher, comme la santé, l'éducation, ainsi de suite. Donc ça fait une économie en quelque sorte pour la collectivité. Les élections générales permettent de regrouper tous les types d'élections dans une seule, et de permettre et d'épargner aussi à nos populations ce train habituel qui font que beaucoup se découragent, beaucoup laissent leur gâte l'épi, beaucoup assistent en spectateur à la vie de la cité. Ça ne veut pas dire que ça change du tout au tout, mais déjà l'État pourra constater de suite
une économie certaine dans les ressources mobilisées pour les élections dans leur ensemble. Maintenant, ça permet, une fois que la majorité est dégagée, une fois que toutes les architectures au niveau local, au niveau législatif, au niveau présidentiel sont mises en place, celui qui a le privilège de diriger l'État pendant 5 ans pourra se concentrer sur l'essentiel. Encore que une majorité n'est jamais acquise. Une majorité peut se défaire au gré et se défaire. Donc on n'est jamais... Ça ne, en fait, c'est pourquoi il faut pas voir les choses de façon absolue. Ces amendements nous permettent de faire un grand pas en termes de gouvernance, en termes de célérité dans la prise de décision. Je veux parler de l'autorisation de ratification du président de la République. Ça nous permet de faire promouvoir la partie la plus importante de notre communauté, les femmes, de leur permettre d'accéder un peu plus, de leur réserver en fait un quota, de leur permettre d'accéder un peu plus aux grandes responsabilités, de pouvoir leur voix compte déjà dans nos foyers, donc de pouvoir matérialiser leur voix simplement parce qu'elles sont les plus nombreuses. C'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale reflète cette image de notre société, mais ça ne veut pas dire que ça résout tout au goût. Mais c'est une première très courageuse parce que ça fait longtemps qu'on a vécu, qu'on est allé de psychose en psychose, d'angoisse en angoisse. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, une bonne fois pour toutes, je pense qu'aujourd'hui, on va un peu se décomplexer par rapport à la Constitution. Encore une fois, c'est pas un fétiche. Donc, on peut l'amender si l'administration qui est là le juge nécessaire et fait les amendements qui, à leurs yeux, c'est toujours un parti pris. On pense qu'il faut le faire, donc on le fait, quitte à d'autres administrations de dire, bon, sur ce point bien précis, nous, on pense qu'il faut revenir. Voilà, c'est la démocratie. Le poste de vice-président, parce qu'aujourd'hui, on l'a constitutionnalisé aussi. Tout à fait. Le poste de vice-président, on l'a constitutionnalisé tel que vous venez de le dire aussi. Vous savez, le président de la République, il peut y avoir de postes de vacances. Et bien, quand il y a poste de vacances, il faut quand même quelqu'un pour assurer son intérim. Je dis c'est... Pourquoi ne pas faire confiance au président de l'Assemblée nationale, par exemple? Oui, on peut toujours faire confiance au président de l'Assemblée. Dans l'ancienne constitution, c'est ce qui était maintenu et tout. Elle dit c'est une nouvelle réforme. D'accord? C'est une nouvelle réforme qui, forcément, va nous permettre de faire face aux exigences du système contemporain actuel. Elle dit c'est la bienvenue, comme j'ai le plaisir de le dire souvent. Avoir un vice-président de la République, c'est tout à fait normal. Et je trouve ça d'ailleurs légitime, d'accord, qu'une nation ait un président et puis un vice-président. Quand le président, vous prenez le cas du Nigeria par exemple, quand le président il est indisposé, le vice-président est là pour directement assurer ses fonctions. Elle dit qu'il ne faut pas, ça permet également de ne pas stagner sur un seul panel. Elle dit que quand bien même le président n'est pas là, il y a forcément déjà quelqu'un qui le seconde et qui peut valablement faire le travail, faire la tâche, faire le boulot comme il a l'habitude de le faire si tant bien. Moi, il trouve que c'est aussi une bonne chose, c'est une bonne chose. Et quand je vois, en dehors même du poste de vice-président, dit que le ticket présidentiel, comme on le dit souvent, en dehors de cette modification, il y a une autre modification qui me touche le plus et qui m'enchante énormément. Dites-le nous. C'est celle qui concerne la limitation du mandat des députés. À 3. À 3. Ça vous donne de l'espoir, vous, en tant que jeune acteur politique? Non, mais naturellement. Mais vous êtes appelé à attendre quand même encore 15 ans? Pas forcément, justement. Pas forcément. Vous voyez, c'est heureux. On ne garantit pas 15 ans aux députés qui sont là. Voilà. C'est une limitation qu'on leur donne. Les députés sont une limitation qu'on leur donne. Et non seulement ça donne la chance à la jeunesse. Cette jeunesse que nous aimons tant, cette jeunesse que nous prônons tant. Et ça nous donne cette chance de nous mettre également dans le diapason des faits. Vous voyez, la limitation des députés, vous savez, depuis 90, où on a voté cette notre loi constitutionnelle et tout, il y a que ces députés qui sont là. Depuis la première législature jusqu'à aujourd'hui. Et qu'ils m'excusent du peu, on les appelle les doyens d'âge. Il paraît que vous ne voulez pas apprendre, vous jeunes, ils sont pas, en fait, pour le moment, ils sentent que la jeunesse n'est pas encore cette jeunesse de relever cette jeunesse, monsieur Romuald, cette jeunesse, elle était prête depuis.
elle était prête depuis. Moi, je crois que c'est avec l'arrivée du nouveau président que nous avons. Et pourquoi il dit toujours c'est une chance pour nous, c'est une chance pour la jeunesse d'avoir la tête de notre nation un tel président. Je veux nommer le président Patrice Talon. C'est une grande chance pour la jeunesse béninoise. C'est une opportunité pour nous d'en saisir. Déjà, cette limitation, si jeunes que nous sommes, nous nous constituons en association, nous travaillons, plus on dit souvent, c'est dans l'union qu'on est fort. Plus je dis plus fort pour révéler ce pays, pour faire développer ce pays. Dans cette union, chacun de nous, individuellement, avec ces différentes bases et autres là, doit forcément travailler pour véritablement se faire voir, véritablement montrer que cette jeunesse que les aînés, nos aînés ont toujours bafoué, cette jeunesse qui, entre-temps, d'accord, a toujours servi d'échelle pour cet élan d'aujourd'hui, je dis, bon, il est temps qu'on change. Mais ce sont ces mêmes aînés qui limitent le nombre de mandats des députés. Vous permettez, je sais que cette question-là, ça vous passionne beaucoup. On va permettre je pense qu'il n'est pas de bon ton de tirer sur ce qu'on appelle les doyens d'âge, parce que beaucoup ont prouvé, même dans cette séquence politique qu'on vient de traverser, il a quand même été forcément utile d'avoir des Amosou Bruno, des Adrien Humbedji, des Mathurin Nago, des Itikola Olé. Ils ont pesé de tout leur poids quand même dans ce que nous avons traversé. Donc l'expérience, moi je n'en ai jamais fait un problème, parce que simplement c'est un peu comme la limite d'âge pour le président de la République. Moi j'ai toujours trouvé à titre personnel que c'était une absurdité, parce que vous regardez à travers le globe, il y a des présidents qui ont 79 ans et qui dirigent très bien. Donc rien, et puis scientifiquement ça a été une option, mais scientifiquement rien ne prouve que quelqu'un qui a moins de 70 ans dirigera mieux que quelqu'un qui a 90 ans ou 100 ans. C'est juste une option, qu'on a prise, et peut-être que comme aujourd'hui les amendements sont en train de retoucher, peut-être que dans quelques années une nouvelle administration fera sauter ce verrou. C'est la même chose que je dis quand on parle de jeunesse, ainsi de suite. Pour moi c'est une affaire d'état d'esprit. C'est vrai que ce qui vient d'être fait organise tacitement un certain renouvellement, impose tacitement un certain renouvellement des élites. Encore que j'ignore si c'est 15 ans dans une vie ou dans la vie et 15 ans ou dans toute la vie ou 15 ans grosso modo. Ça c'est pour la petite blagounette, mais je pense que cette disposition devrait enchanter la jeunesse, je pense, mais c'est un challenge que le chef de l'État, c'est un défi que le chef de l'État lance comme ça à ceux qui se réclament de la cause juvénile, de la jeunesse, parce que la cause juvénile c'est encore toute autre chose, pour qu'une jeunesse responsable fasse ses armes et se retrouve en position de responsabilité. Donc je pense qu'aussi c'est une bonne nouvelle qui réorganise un peu la vie politique sans mettre la pression sur ceux qui sont là, mais je pense que c'est une nouvelle bienvenue. Maintenant, je voulais réagir. Il y avait le poste de vice-président. Oui, le poste de vice-président. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'ingénieux. Vous savez, en termes de vacances de pouvoir, à la différence du président de l'Assemblée nationale, il faut encore un temps d'adaptation. Si on se retrouve dans le cas, il faut que le président de l'Assemblée nationale s'adapte très vite au poste, s'exercice des dossiers. Or, dans l'autre cas, le vice-président est déjà dans la machine, le vice-président touche du doigt déjà ce qui est fait, connaît le rouage de l'État. Je ne parle pas du point de vue administratif, mais connaît les dossiers, connaît l'idéologie qui sous-tend. Donc, c'est un gain de temps en termes d'efficacité très important, mais encore une fois c'est une option. Maintenant ça peut régler aussi certains problèmes. Il a parlé du Nigeria, c'est ce qui m'intéresse, vous savez, même si je pense que le Nigeria c'est un peu le cas de notre pays démultiplié à des degrés insoupçonnés. Le poste de vice-président au Nigeria a permis, ce qui a sous-tendu la création de ce poste, c'était un peu pour tempérer les équilibres ethniques et religieux. Vous allez constater que depuis Obasanjo, quand un président est chrétien, le vice-président est musulman et vice-versa, nord-sud, pour pouvoir garder un équilibre dans le pays, pour pouvoir contenter un peu tout le monde. Je pense que cette configuration, même si elle n'est pas aussi violente qu'elle est au Nigeria, où tout le temps c'est des confrontations qui peuvent amener mort d'hommes, ça peut permettre aussi de faire parfois certains équilibres entre les régions et de contenter un peu tout le monde et de participer. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est souhaitable qu'on reste dans les rigidités
ethnique ou régionaliste, mais ça permet de résoudre un problème et de permettre aux gens de donner, de pouvoir donner l'impression aux gens, ou la légitimité de pouvoir compter dans le schéma national. Donc ça permet aussi de faire les équilibres entre les régions et de pouvoir arriver à une architecture qui satisfasse tout le monde. Donc c'est quand même une avancée bienvenue. Très bien. Thierry Johnson Bevoisi, si vous avez, quelle est la responsabilité du citoyen maintenant après cette modification? Après ces différentes modifications, je crois que la responsabilité du citoyen que nous sommes aujourd'hui est importante. Elle est de grande taille. Simplement parce que, vous savez, dans un cercle familial, quand un nouveau bébé naît, toute la famille applaudit à grand cri. Et il faut tout pour que cet enfant émerge, reçoit les bonnes éducations, les bonnes manières de la vie de la société et tout. Je crois que le citoyen que nous sommes aujourd'hui, encore que le citoyen béninois aujourd'hui est mature. Permettez-moi de le dire, le citoyen béninois aujourd'hui est mature. Mature simplement pourquoi? Vous savez, pour un petit rappel, les gens sont criés dans ce pays, les gens sont vociférés, les gens sont allés même chanter un peu partout, sur toute la planète, comme quoi au Bénin, il n'y aurait jamais une modification de notre loi fondamentale. Et qu'il y aurait ci, qu'il y aura ça, qu'il y aurait ci, qu'il y aura ça. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et le citoyen béninois, depuis hier, en tout cas pour la majorité des militants du BR que moi j'ai côtoyé, depuis hier, c'était une folie. C'était une joie inexprimable. Ouais, ça dit que les modifications, qu'on le veuille ou pas, dans le fond, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue, simplement parce que déjà, tout ce que nous avons traversé par le passé, moi il dit, il est temps maintenant qu'on fasse véritablement asseoir une nouvelle dynamisme de travail. Et puis voilà, et que le Béninois aujourd'hui se mette véritablement au travail. Moi je souhaiterais que cette loi soit rapidement promulguée par le chef de l'État, rapidement promulguée pour que déjà sa mise en application soit une chose effective pour les citoyens béninois que nous sommes. Très bien, pour finir. Pour finir, je trouve que ça a été une bonne chose de fait. Maintenant, il faut, on appréciera très vite à l'application de ces nouveaux amendements. Mais encore une fois, je pense que on est dans une sorte de transition. Je pense que le gouvernement, le président Patrice Talon s'était inscrit dans cette transition quand il a pris les rênes du pays, c'est-à-dire faire rentrer le Bénin dans une toute nouvelle ère. Et je pense que cette révision qui vient de se faire participe de ce renouvellement quand même de l'instauration d'un nouveau paradigme qui devrait nous permettre de nous réconcilier avec notre avenir et de pouvoir nous projeter dans le temps et dans le futur avec confiance et sérénité. Voilà. Très bien. Merci, chers panélistes.